Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h18, c'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui est sur le plateau de la matinale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a plein de questions. On parle de vous quasiment tous les jours maintenant en termes de RSE, d'impact, etc. Et aujourd'hui, Assemblée Générale de Total qui se transforme, qui devient Total Énergie au pluriel pour bien marquer sa transformation écologique. Oui, mais est-ce que c'est du greenwashing? Des fonds d'investissement, des investisseurs, des actionnaires vont voter contre la feuille de route de l'entreprise vers la transition parce qu'ils trouvent que ça va pas assez vite. Est-ce que vous voteriez, vous aussi, contre? Voilà, c'est une bonne question. Moi, ce qui est intéressant, c'est la réponse, surtout. C'est sûr. Ce que je vois, c'est surtout qu'on a une entreprise quand même qui opère un virage et une entreprise qui est une entreprise qui fait partie de celles qui sont polluantes au départ, puisqu'on est sur un producteur de pétrole. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le virage est plutôt quand même important. On a une vraie baisse des émissions de gaz à effet de serre qui peut être engagée. On a des investissements forts dans les renouvelables. Et pourtant, des actionnaires et d'autres, les salariés trouvent qu'on n'y est pas. Est-ce que vous trouvez que ça va pas assez vite, vous? Alors, moi, je pense que ça ne va pas assez vite, tout simplement parce que maintenant, le monde avance vite, que nous avons des experts qui nous disent que si on ne va pas plus vite, on se met en difficulté. L'ONU a annoncé hier que les 1,5 degrés, la hausse de 1,5 degrés, qui était le plancher de l'accord de Paris, va être atteint d'ici 2025. Donc, ça veut dire que ça va plus vite que prévu. Et nous avons des agences comme l'Agence internationale de l'énergie, qui est une agence sérieuse, reconnue internationalement. Qui demande d'arrêter tout investissement dans le pétrole et le gaz à partir d'aujourd'hui. Exactement, qui dit à partir de cette année, il faut arrêter les investissements dans ces deux énergies, sachant qu'ils disent que le gaz peut servir comment on appelle ça, d'énergie de transition, mais on en a assez. D'ores et déjà, on a assez de réserves pour pouvoir y faire face. Justement, on va parler de cette question du gaz, parce que vous interdisez dans la loi climat le raccordement de nouveaux logements neufs au réseau de gaz de ville. C'est dans la nouvelle réglementation thermique pour les bâtiments. Alors, ce qu'on veut, effectivement, c'est avoir des bâtiments qui soient le moins carbonés possible. Oui, mais donc, on est sur quelque chose de global. Vous trouvez que le gaz, c'est quand même mieux que le chauffage au fioul et que peut-être en termes transitoires. Je vais vous faire écouter Patrick Pouyanné. Il était à votre place il y a quelques semaines. Écoutez ce qu'il disait sur justement, il a les mains dans le cambouis. Comment il fait de la transition énergétique et pourquoi il a besoin du gaz? Écoutez-le. Si aujourd'hui nous savions transformer toutes les centrales au charbon, centrales à gaz, on serait sur la trajectoire de l'accord de Paris. Alors après, il faudrait faire évoluer ce gaz. Bien sûr. On pourra faire du biogaz, on pourra mettre de l'hydrogène, mais si on savait le faire, donc les gens ont tendance en Europe à diaboliser le gaz. D'ailleurs, la vérité, c'est que pour faire cette transition énergétique, il faut toutes les énergies. L'idée, c'est que profondément, on a besoin de tout ça, du moins carboné au plus carboné. Ça vous fait légèrement sourire, pourquoi? Ça me fait légèrement sourire parce qu'on fait peur aux gens. Du gaz, l'Agence internationale de l'énergie l'a dit, on en a assez aujourd'hui pour faire face aux enjeux. Pour faire face aux enjeux et pour utiliser le gaz comme énergie de transition. Après, sur le logement, on parle des logements neufs. C'est-à-dire qu'on est en train de construire. En plus, on s'est donné une petite marge de sécurité, notamment pour certains types de logements où on peut encore mettre un peu de gaz. Mais l'essentiel des logements en France, c'est les logements anciens. Et dans ces logements anciens, il y a beaucoup de gaz déjà. Et donc, si on veut baisser la part du gaz, eh bien, il ne faut pas reconstruire de logements avec du gaz, mais par contre, on va avoir tout l'ancien qui va encore être là dans 10, 15, 20 ans où il y aura du gaz. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est surtout travailler au remplacement d'une partie du gaz naturel par du biogaz, et donc on développe la méthanisation par exemple, les énergies renouvelables, ça peut être les éoliennes qu'on voit derrière vous, ça peut être le photovoltaïque, mais c'est aussi le biogaz. On va parler de ces éoliennes qu'on voit derrière moi parce que vous avez annoncé un projet d'éolien offshore, notamment au large de Belle-Île. Île magnifique. Alors, est-ce que l'éolien, c'est vraiment écolo? D'abord, le bilan carbone de la fabrication de ces éoliennes. Ensuite, le fait que ce soit par intermittence et que donc, pour combler, quand il n'y a pas de vent, on active souvent des centrales qui sont des centrales thermiques. Et puis, est-ce que c'est vraiment joli? Belle-Île, c'est beau, Belle-Île. Hein Belle-Île, c'est magnifique. Est-ce qu'on ne va pas gâcher le paysage? Il y a un débat, à chaque fois qu'il y a un projet d'éolien en France, il y a un débat incroyable parmi la population. Oui, alors,
c'est un débat parmi des personnes qui sont contre l'éolien et qui sont très bien organisées, qu'on entend très fort. Quand on a des sondages, et notamment un sondage qui a été fait par l'IRSN, l'Institut sur la sûreté nucléaire, autant vous dire que ce sont des gens, encore une fois, considérés comme sérieux. On est sur des proportions extrêmement importantes de la population qui sont favorables à l'éolien. L'éolien, je l'ai déjà dit, c'est vital. Les énergies renouvelables, c'est vital. On en a besoin pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, pour avoir un mix plus décarboné. Sur les questions que vous posez, l'intermittence, en fait, elle se gère. Aujourd'hui, on a un système électrique en France qui gère les intermittences sans aucun problème. Mais le stockage, c'est pas évident, le stockage d'électricité. Le stockage de l'électricité, on y travaille. Vous savez, on est sur des énergies, des filières qui démarrent, et qui démarrent plutôt bien. D'ailleurs, le coût de fabrication des éoliennes, du solaire, etc., sont en train de rattraper largement le nucléaire et seront beaucoup plus intéressants financièrement que le nucléaire dans certaines années. Donc, il faut qu'on ait un mix énergétique. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est décarboner, baisser l'insécurité qu'on peut avoir en utilisant une seule source d'électricité, comme c'était le cas aujourd'hui où on avait trop de nucléaire, donc on rééquilibre le mix. Et puis aussi, il faut toujours penser à un point important, c'est les économies d'énergie. Ouais. Ce qu'on fait dans le logement par exemple, mais ce qu'on va faire ailleurs aussi. Vous venez de dire, et vous avez sans doute raison, hein, que les énergies renouvelables aujourd'hui, elles sont souvent moins chères que l'énergie nucléaire. Surtout les futures énergies nucléaires, notamment les EPR. Or, oui. Le gouvernement auquel vous appartenez a lancé la construction de 6 EPR. Est-ce bien raisonnable? Comment ça, non? Ah non, non. Il n'y a pas eu d'annonce qui a été faite là-dessus. Il y a un appel d'offres européen qui date d'il y a un an dans lequel on commençait à appeler à candidature les entreprises de grosses œuvres. Et ensuite, le président a dit qu'il fallait, dans le mix énergétique français, envisager ces 6 EPR. Le président a dit qu'il fallait envisager la suite. On a déjà une feuille de route puisqu'on baisse notre part du nucléaire à 50% d'ici 2035. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Ouais. Et pour savoir ce qu'on fait après, on met à plat différents scénarios possibles pour qu'ensuite il puisse y avoir un choix qui soit fait. Les scénarios, c'est des scénarios où il y aura une part de nucléaire plus ou moins grande, une part de renouvelable plus ou moins grande. Mais j'ai compris, mais est-ce que selon vous, il faut lancer 6 EPR ? Je pense que le choix doit être fait une fois qu'on aura mis tous les scénarios sur la table. Vous les avez, vous ? Nous, on est en train de les faire. RTE est en train de les faire, donc Réseau Transport d'électricité. Si RTE vous dit j'ai besoin de 6 EPR, vous, ministre de la Transition écologique, vous direz OK. Vous savez, le nucléaire, ça peut être plusieurs sortes. Ça peut être plusieurs sortes. Je vous pose juste la question. Non, mais vous avez raison de poser la question. Le nucléaire, ça peut être de plusieurs sortes. Ça peut être des EPR, ça peut être aussi ce qu'on appelle des SMR, qui sont des plus petits réacteurs, qui sont fort poussés par les États-Unis et sur lesquels nous investissons dans le plan de relance. Nous, ce qu'on veut, moi je veux qu'on sorte des dogmes sur ces questions-là et qu'on soit extrêmement pragmatique. De quoi a-t-on besoin ? L'Agence internationale de l'énergie nous dit à l'horizon 2050, il faut qu'il y ait 90% d'énergie renouvelable dans le monde. Est-ce que le nucléaire est une énergie renouvelable ? Est-ce que c'est une énergie renouvelable ? Ah ben non, c'est pas une énergie. Et est-ce que c'est une énergie qui ne pollue pas en termes d'émissions de gaz carbonique? C'est une énergie décarbonée, effectivement, comme les énergies renouvelables. Par contre, est-ce qu'elle contribue à la lutte? Elle pose d'autres problèmes, puisqu'on a des problèmes sur les déchets, par exemple, à gérer. On a des problèmes de sûreté. On a des problèmes d'une technologie qui coûte cher, alors qu'on a des énergies renouvelables qui coûtent moins cher. Les énergies renouvelables, il y a la question du stockage. D'ici 20 ans, à mon avis, la question du stockage sera bien réglée, puisqu'on est déjà en train de beaucoup avancer sur la question. Donc, toutes ces questions-là, encore une fois, sortons des dogmes. Moi, j'entends beaucoup trop d'abord de fake news. Donc, vous n'excluez pas, une fois que vous aurez les études complètes, de dire oui aux EPR? Moi, ce que je voudrais, c'est que cette décision, elle ne soit pas prise par en haut, mais qu'elle soit décidée démocratiquement, d'une manière ou d'une autre, suite à une campagne, par les parlementaires, par d'autres moyens. Mais vous n'excluez pas, si vous êtes convaincu de dire oui aux EPR? Je n'exclus rien, simplement les EPR, et le président de l'ASN l'a dit hier, les EPR ont encore leurs preuves à faire. Un mot, largement. La loi climat qui est actuellement en discussion au Sénat, je crois, en ce moment. Il y a beaucoup de contraintes supplémentaires sur les entreprises, d'interdiction de certaines publicités pour notamment le carbone, le délit d'écocide, les nouvelles règles de RSE, on en a beaucoup parlé hier. Est-ce que c'est pas beaucoup de contraintes qu'on met sur les entreprises? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple, c'est d'instaurer vraiment une taxe carbone? Comme ça, au moins, on pourrait flécher les choix des entreprises.
Alors, vous avez raison sur le fait qu'il faut qu'on change de modèle. On doit tous changer de modèle. On était sur un modèle économique qui disait qu'on avait des ressources infinies. On se rend compte que non, et on doit accélérer. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un indicateur fiable comme la taxe carbone plutôt que toutes ces contraintes? Alors, la taxe carbone, elle existe au niveau européen. C'est le système des ETS, ce qu'on appelle ETS. Mais ce qu'on veut mettre en place et qu'on pousse beaucoup avec la France depuis longtemps, mais qui est en train d'aboutir, c'est le mécanisme européen d'une taxe carbone à la frontière. Ça, c'est très important parce qu'on demande des efforts à nos entreprises. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire qu'on importe des produits qui viennent d'autres pays, qui viennent nous concurrencer, et d'autres pays qui ne prennent pas les mêmes mesures que nous pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, au niveau européen, on s'y attache vraiment. Au niveau français, on a vu que mettre en place ce genre de dispositif sans avoir un accompagnement social suffisant n'est pas bon. Donc là, nous mettons en place des aides pour transformer l'économie, mais les entreprises doivent être aidées, et dans le plan de relance, on aide beaucoup les entreprises. On a mis plusieurs milliards pour aider les entreprises. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'elles pensent à un changement de modèle. La voiture électrique, par exemple, c'est très intéressant. C'est en train de changer énormément. On a multiplié par 3 les ventes de voitures électriques. Maintenant, on ne va pas changer toutes les voitures électriques, toutes les voitures de France en voitures électriques. Ce qu'il faut, c'est qu'on réfléchisse aussi à un changement de modèle, qu'on développe des alternatives. Comme l'hydrogène. Oui, ou aussi les transports en commun, le vélo, etc. C'est vraiment un changement d'époque que nous sommes en train de vivre, et il faut le voir comme ça. Et les entreprises ont leur part à jouer. Moi, je rappelle juste un point. En France, on était, jusqu'au plan de relance, à 48 milliards d'investissements par an pour la transition. Les entreprises, sur ces 48 milliards, elles pesaient 13 milliards. On voit que il y a un effort à faire aussi du côté des entreprises. L'État est là, mais cet effet de levier, on a besoin de le faire avec tout le monde. Merci Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, d'avoir été l'invitée de la matinale de Good Morning Business.